Bonjour et bienvenue chers amis dans notre formation instrumentation industrielle. Donc, dans cette séquence, nous allons parler de l'historique de l'instrumentation industrielle. En fait, quand on parle de l'instrumentation, on peut se poser des questions. Par exemple, qui a inventé l'instrumentation? Depuis quand est-ce que l'instrumentation existe? Comment est-ce que l'instrumentation a évolué au cours du temps? En fait, on peut se poser tant de questions. Déjà, moi, je vous dis que l'instrumentation, il n'y a personne qui a inventé ça, tout du moins, soit qui peut se dire c'est moi qui ai inventé ça, il n'est pas là. L'instrumentation est un processus qui a évolué en fait depuis l'apparition de l'homme sur la Terre jusqu'à nos jours. Parce que l'instrumentation, c'est l'histoire même de l'humanité. Donc, c'est le quotidien de l'humanité. L'homme a toujours cherché à se faciliter la vie en créant des outils, des instruments. C'est pourquoi vous allez comprendre que en tout cas, c'est quelque chose qui a évolué jusqu'à donner ce qu'on peut appeler aujourd'hui discipline scientifique. Donc ça a commencé petit à petit avec les outils, simples, et puis ça a évolué. On a commencé à vouloir en fait mesurer, contrôler jusqu'à ce que ça va donner ce qu'on appelle la technologie. Bon, si je dois me reprendre. Vous voyez, depuis l'apparition de l'homme sur la Terre, on parle de l'évolution. Donc, avec cette petite image, il sème beaucoup de discordes, des discussions, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Nous, on n'est pas là, on ne va pas parler de ça. Nous, l'aspect qui nous intéresse ici, c'est de voir comment est-ce que l'homme est parti de ceci jusqu'à ceci. C'est ce qui nous intéresse. Donc, l'homme qui était un primitif, qui ne savait rien, qui n'avait rien comme technologie, va évoluer jusqu'à devenir aujourd'hui un homme moderne avec un ordinateur comme vous pouvez le voir sur cette image. Déjà, vous devez comprendre que depuis l'apparition de l'homme sur la Terre, l'homme a commencé à évoluer. Après un certain moment, on peut parler déjà du paléolithique avec l'ancienne... donc dans la préhistoire ancienne, très ancienne, on peut parler du paléolithique, là où on voit le premier qu'on peut considérer, qu'on considère scientifiquement comme étant l'homme, un australopithèque, qui après un certain moment a évolué jusqu'à maîtriser en fait le feu, ce qui n'était pas négligeable, qui a permis à ce qu'il commence déjà à se poser des questions, améliorer son quotidien avec le feu et pouvait frire ses aliments, ainsi de suite. Arrivé l'Homo habilis, toujours dans le paléolithique, très ancien, l'histoire de l'homme, tout autour de 2 500 000 avant Jésus-Christ. Donc c'est encore très très loin. L'Homo habilis, il savait déjà manipuler les outils. Donc, il taillait en fait des pierres. On parle de l'âge de la pierre taillée. Il pouvait tailler la pierre et puis après, pour faire la chasse, couper des lianes. Donc, les besoins du quotidien, c'est faciliter en fait la vie. Donc, il taillait la pierre. On appelle l'âge de la pierre. Arrivé au néolithique, donc là, on est encore trop loin par rapport à la frise que la portion de la frise que j'ai montré ici, parce que moi je parle alors il y a le premier village, l'apparition de environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ok, donc c'est avant, moi je parle de avant. Donc déjà l'homme pouvait manipuler des petits outils comme ça. Donc l'homme déjà du néolithique pouvait en fait polir la pierre. Il arrivait déjà à améliorer. C'était plus l'âge de la pierre taillée. Donc maintenant là on commence à polir. Donc on a compris qu'il faut améliorer pour encore mieux rendre la vie facile, n'est-ce pas? Donc l'homme a commencé maintenant à chercher à se sédentariser avec la découverte de métaux. Déjà le néolithique, l'homme a commencé à faire la découverte vers la fin du néolithique. L'homme a commencé à faire la découverte des métaux. Déjà là on a l'Homo sapiens pratiquement. Donc l'Homo sapiens a commencé à évoluer, donc il devient tout à fait un homme en voulant s'améliorer la vie, ne pas être nomade, rester sur place, cultiver la terre, faire l'élevage, se faire des armes pour se défendre, ainsi de suite, pour chasser, se défendre, ainsi de suite, jusqu'à ce que venue l'apparition des premiers villages. Donc l'homme là a arrêté de se déplacer comme un nomade, il a commencé maintenant à éviter un seul endroit, il a commencé à domestiquer les animaux et à cultiver la terre. Il ne vit plus de la chasse et de la cueillette. L'homme est devenu sédentaire et il a construit des villages et il a commencé à faire même de l'art, n'est-ce pas? Il va commencer à apprendre le dessin, la peinture et j'en passe.
hein, avec les techniques archaïques, hein, c'est pas avec nos techniques actuelles. Mais comprenez que déjà c'est ça le fondement même de l'instrumentation qui a commencé à évoluer avec la maîtrise de l'outil, qui a évolué hein, pendant tout ce temps jusqu'à l'invention de l'écriture. Même pour inventer l'écriture, il fallait créer des supports sur quoi noter, donc le papyrus, peau des bêtes, ainsi de suite, et aussi les moyens techniques pour y parvenir. Il y a eu beaucoup déjà d'innovation jusqu'à arriver à cette époque, hein, de 3500 avant Jésus-Christ. Et puis on va commencer l'Antiquité. Donc là, c'est fini avec la préhistoire, c'est l'Antiquité qui va commencer. Et pendant l'Antiquité, vous comprenez qu'il y a eu beaucoup d'innovation tout simplement. Si on parle de la Grèce antique, de l'Égypte antique, on peut parler de la Rome et tous les autres empires qui ont existé pendant tout ce temps. Il y a eu beaucoup d'histoires et de légendes qui se racontent de ce temps-là. Et on voit qu'il y a eu beaucoup d'avancées en ce qui concerne la technique, les méthodes de guerre, même l'armement, le quotidien, même si on doit parler de la construction, l'architecture. Parlons par exemple des pyramides, si on doit parler de grands monuments qui étaient en train de s'étaler pendant l'Antiquité. On doit parler par exemple de beaucoup de tours. Hein, il faut parler aussi par exemple des arènes qui servaient de combat, juste pour le plaisir. Donc vous allez comprendre que tout s'est développé déjà pendant l'Antiquité. Et pendant l'Antiquité, on a vu même le début de l'automatisation. Quand on parle de Héron d'Alexandrie qui a qui a construit en fait une première porte automatisée pour le temple d'Alexandrie. Donc on comprend que déjà pendant l'Antiquité, il y avait déjà cette soif-là d'automatiser les choses. Ça a commencé à partir de là. Et il y a même des grands penseurs qu'on pouvait voir par exemple ici. Je peux vous parler de Platon, hein, qui est de l'Antiquité. On voit ici du 428 avant Jésus-Christ. Donc ça, en revenant d'abord sur ce petit diapositif ici, avec... pendant le Moyen-Âge, ici, ça a évolué. Hein, le Moyen-Âge, ça a évolué. On comprend que déjà, avec les bases scientifiques qu'ils nous ont posées les gens de l'Antiquité, au Moyen-Âge, on en a hérité, hein, on a continué, il y a eu beaucoup de la recherche, la curiosité, la découverte, jusqu'à aussi arriver à imprimer. Il y a des machines qui se sont développées. Déjà, en partant de là, il y a le moulin à vent, hein, pendant l'Antiquité, donc il y a énormément de machines qui sont développées. Les machines à vapeur, il y a des trains, il y a des locomotives qui ont vu apparaître. Et le temps moderne, ici on va parler maintenant de l'âge de lumière, hein, tout autour de la Révolution française, là où on voit maintenant la technologie prendre son envol, son ampleur maintenant, jusqu'à notre époque ici. L'automatisation a pris vraiment une mesure qui n'a jamais été comparée. Donc tout ceci, ce n'est qu'une histoire, hein, c'est de l'évolution en fait de l'instrumentation, comme j'étais en train de vous le dire. Il n'y a personne qui a inventé ça. Tout est parti depuis nos ancêtres et on est en train de l'améliorer, de toujours perfectionner sur base de ce qui a été fait déjà. Le travail, les bases scientifiques ont déjà été posées pour nous et nous on est en train de suivre tout simplement la lignée. Comme j'étais en train de vous parler de Platon, qui fut lui-même disciple, oui, Platon qui fut aussi disciple de Socrate, qui a beaucoup hérité de la pensée, de la façon de penser de Socrate, qui aussi s'est fait un modèle de pensée. Il était vraiment un maître de la logique, hein. Platon, que vous voyez, il était un maître de la logique, réflexion radicale. Donc il remettait toujours en fait une certaine en question des préoccupations. Donc il faut les étudier profondément, essayer d'apposer la table de vérité. Donc c'était comme ça une façon de penser radicale qui va en fait nous pousser aussi à aller, donc qui va poser des bases scientifiques d'une façon de penser d'une manière scientifique. Donc il faut qu'il y ait des démonstrations, les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Donc voilà un peu tout de suite des logiques là qui étaient en train de se passer dans leurs écoles là de la pensée. En fait, on va le voir lui aussi qui va donner cet même modèle à Aristote, qui fut aussi son disciple. Aristote qui est devenu un très grand mathématicien, biologiste, physicien, sociologue, etc. Parce qu'il travaillait dans tout le domaine, dans tout le recoin, il touchait en fait dans tout ce qui s'est présenté. Et il s'y penchait
au point où ils en faisaient vraiment leur problème. C'est ainsi que ils nous ont apposé des bases scientifiques qui vont permettre à toute la suite de l'évolution humaine de se frayer différents chemins jusqu'à nous qui parlons de l'instrumentation aujourd'hui. Parlons par exemple on est toujours pendant l'Antiquité, hein, vous voyez, toujours avant Jésus-Christ. Parlons Archimède. Archimède, que vous voyez ici, lui aussi, il nous a vraiment démontré, il nous a donné une base sur cette notion de flottabilité, tout simplement. C'est la flottabilité, et il en a même bénéficié de ce mérite qui consiste à la poussée d'Archimède. Donc aujourd'hui, si on a des capteurs, par exemple, capteurs de pression, si on parle de la pression hydrostatique avec Pascal, c'est tout simplement que Pascal aussi s'est en fait inspiré des travaux d'Archimède. Là où vous voyez même le premier bateau. Aujourd'hui, on peut concevoir des bateaux par milliers sans même aller les tester sur la mer, sur l'eau. On peut les concevoir directement parce qu'on a des modèles scientifiques, on a des formules qui ont été à la base démarrées par ces messieurs, ce grand savant Archimède. Et il a travaillé dans beaucoup de domaines et ce que nous pouvons retenir. Il nous a donné un modèle scientifique qui nous inspire jusqu'à aujourd'hui. Parlons de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, qui à la base était un artisan, un peintre, à la base, et il aimait beaucoup ça, il a beaucoup travaillé avec son sens logique, son sens des calculs mathématiques très, très raffinés, précis. Il a travaillé sur beaucoup de mécanismes, donc de dessins du genre mécanique qui n'existaient pas encore à son époque, mais lui, il les a fait. Et d'ailleurs, il a même, moi personnellement, je vois dans ses travaux cet aspect de dimension scientifique. Quand on parle des dimensions, on voit la première dimension, deuxième, troisième dimension, et même les plans, les plans, quand on parle par exemple de cette image dans la peinture, il a démontré ça avec la peinture par exemple de la Joconde ici, lorsque vous inversez les angles, vous changez les angles de réflexion par rapport à la réflexion lumineuse, on dirait que c'est ce tableau, donc l'image est en train tout simplement de changer d'aspect. Et ça, c'était le modèle de ce grand scientifique, ce grand artisan de Léonard de Vinci, qui nous a aussi laissé beaucoup de modèles qui inspirent encore de nos jours et qui rivalisent toujours avec les œuvres actuelles. Parlons de Copernic en son temps. Copernic a parlé de l'héliocentrisme, l'héliocentrisme, qui veut tout simplement dire que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais plutôt l'inverse, c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. Et étant donné qu'il était un religieux catholique, à l'époque, ce n'était pas acceptable. Il en a même énormément payé, il en a payé beaucoup par rapport à cette affirmation qui était contraire, qui était contradictoire à la conception de son temps-là. Là, vous voyez, on est tout autour du 15e siècle et personne ne pouvait aller ni sur la Lune, ni sur Mars, ni dans l'espace. Donc, lui n'avait aucun outil pour prouver cela. Donc, c'était pas aussi facile d'affirmer cela parce que c'était une question de vie ou de mort pendant ce temps-là. Et c'était une guerre de connaissances. Mais lui, quand même, vous voyez, il travaillait, il avait beaucoup de temps pendant qu'il était encore dans le domaine religieux. Il avait le temps, il a travaillé, il a parlé de l'héliocentrisme. Donc, c'est la Terre qui tournait tout autour du Soleil. Il a fallu attendre longtemps l'arrivée de Galilée. Au 16e, 16e, 17e siècle. On voit Galilée ici avec sa lunette astronomique qui lui permettait maintenant d'observer les astres à partir de la Terre beaucoup plus loin. On pouvait maintenant voir et dire que voilà, Copernic avait tout simplement raison dans ses affirmations. Voilà que maintenant, avec un outil, on a pu démontrer, parce qu'avec les outils, on arrive à reproduire les mêmes effets, les mêmes causes, n'est-ce pas? Donc voilà, la relativité commence à se démontrer déjà avec les instruments. Voilà comment est-ce qu'il nous faut toujours des instruments de mesure et les instruments de contrôle pour arriver vraiment à des modèles scientifiques, pour arriver à reproduire les mêmes effets, à mettre à profit même nos entreprises.
Parlons de Newton, Isaac Newton, personne ne peut l'oublier. Isaac Newton avec ses travaux mathématiques, les travaux en physique. Quand on parle de Newton, on voit ces trois lois qui tournent tout autour de la force. Parce qu'en physique, vous savez, quand on parle de la physique, on voit déjà le rapport des forces, n'est-ce pas? Donc avec Isaac Newton, un très très grand physicien, mathématicien, il a beaucoup travaillé. De nos jours encore, on se réfère toujours à ces formules, on se réfère toujours à ces bases qu'il nous a laissées en fait. Aujourd'hui, si on doit par exemple calculer donc on doit faire par exemple la régulation. Dans la régulation, on veut utiliser un correcteur PID. Ok, un régulateur, on veut faire la régulation avec le correcteur PID. Ok, dans ce correcteur là on aura toujours besoin de faire appel au calcul différentiel pour déterminer les valeurs que vont prendre le correcteur proportionnel, dérivateur et ainsi que intégrateur. Vous voyez, mais les bases scientifiques, si on arrive à faire cela, ça vient de ce monsieur. Il a parlé, il a initié en fait, introduit la notion des différentiels. Il a travaillé beaucoup, même dans beaucoup de il a beaucoup travaillé dans le monde scientifique. Il nous a laissé des bases pour faire la construction. Ici vous le voyez travailler sur la lumière, la réflexion de la lumière, pour démontrer que la lumière c'est une composition de couleurs. On l'a vu dans la séquence d'introduction que la coloration était une grandeur physique, tout simplement. Donc voilà, ici on peut parler de Gabriel Fahrenheit avec la mesure de la température. Donc la mesure, c'est tout un problème. C'est tout un problème, je vous assure, la mesure était, même de nos jours, c'est tout un problème. Pour avoir, aujourd'hui on parle des étalons, donc un modèle standard universel sur lequel on peut se référer. Alors, il faut toujours créer une référence, quelque chose qui va reproduire exactement à la perfection le même résultat si on devait le mettre à l'épreuve. Par exemple, lui, Gabriel Fahrenheit, a remplacé en fait l'alcool par le mercure pour obtenir les résultats fiables. Donc, l'eau en ébullition lui donnait 212 degrés Fahrenheit et l'eau gelée, donc la glace, lui donnait 32 Fahrenheit. Vous voyez, donc avec des précisions qu'on peut même reproduire de nos jours. Alors quand on parle de Fahrenheit, on ne peut pas non plus oublier Celsius, on ne peut pas non plus oublier Kelvin. Donc comme je peux vous le dire, ça pour moi c'est juste un exemple que je récupère par-ci par-là pour montrer que c'est au cours de l'évolution dans le temps et dans l'espace que l'instrumentation a évolué. Vous aussi pouvez vous faire par exemple une liste de savants en partant de la création, en partant de l'apparition de l'homme sur la terre jusqu'à nos jours. Donc vous pouvez vous faire une liste et je vous promets que chaque fois quand on aura à travailler sur un instrument, sur un équipement, on devra toujours revenir un peu pour voir les bases scientifiques à poser, les bases scientifiques, c'est sur quel principe on va travailler, sur quel principe qui fonctionne l'instrument en question, et vous allez voir que nous avons toute une liste de gens qui nous ont déjà travaillé, qui nous ont déjà donné des bases scientifiques. Aujourd'hui, c'est juste on a hérité en fait d'un patrimoine intellectuel. Ici, vous voyez Bernoulli. Bernoulli qui a aussi contribué toujours à l'évolution de la science avec son théorème, le théorème de Bernoulli, qui parle de la vitesse, donc le rapport de la vitesse et de la pression d'un fluide par rapport à ça. Donc en fait, ce que j'allais dire, le rapport de la vitesse et de la pression d'un fluide. C'est-à-dire quoi en fait, c'est qu'il nous a démontré ici. Je vais vous en donner d'ailleurs un exemple. Quand vous êtes en train de travailler sur un débitmètre Venturi, déjà vous allez comprendre que c'est un débitmètre qui fonctionne sur la base de pression, donc pression différentielle. Et quand on parle de la pression différentielle, on voit qu'il doit y avoir deux pressions en fait. Donc on doit mesurer sur des pressions et on va exploiter la différence, la différentielle en fait de ces deux pressions. Ok? C'est le principe en fait de ces débitmètres Venturi qui sont construits sur base du travaux de Bernoulli. Ok? Qui dit tout simplement que plus la vitesse d'un fluide augmente, plus la pression qui va engendrer va diminuer. Donc la pression qui est en train d'engendrer va diminuer. Voilà là le rapport de la vitesse et de la pression d'un fluide démontré
est expliqué par Bernoulli, qui va permettre la construction de beaucoup de instruments, par exemple pour les débitmètres, hein, les débitmètres, on en parle, les capteurs de pression, ainsi de suite. On en a basé sur ce principe de Bernoulli. Parlons de Volta, Alessandro Volta. Donc on ne peut pas parler en fait d'électricité sans citer Volta. Hein. Avec la différence de potentiel aujourd'hui, dans nos maisons, nous avons l'électricité. Tout le monde a besoin d'électricité. Et nous savons que c'est Volta qui a travaillé en fait sur l'électricité pour nous inventer en fait la première pile électrique. Il y a eu beaucoup de discussions sur la notion de la tension. Il y a beaucoup de travaux, on a beaucoup de formules, il y a beaucoup de lois sur les travaux de Volta tout simplement. Et nous sommes en train de bénéficier de cela. La tension étant une grandeur physique, le courant a une grandeur physique, vous avez la résistance. Donc voilà, voilà un peu, nous sommes en train d'énager en fait sur tous les travaux de grands scientifiques. Et la liste, elle est très longue, on peut en citer jusqu'à se fatiguer. C'est que vous devez comprendre tout simplement que c'est l'instrumentation et le fruit. C'est un fruit de travaux depuis l'Antiquité, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Ici, je vous propose encore ces messieurs, ces grands savants, Christian Doppler, qui a travaillé aussi sur la variation de la fréquence d'une onde en fonction de la distance entre deux points. C'est le vécu, le quotidien, vous allez le comprendre, et avec l'instrumentation, on va exploiter tout ça. D'ailleurs, on les vit chaque jour au quotidien. Si vous êtes là, vous entendez un ami, quelqu'un qui vient à une bonne distance en train de chanter, donc il est en train de mettre en fait un son, un bruit à une certaine fréquence, lui qui peut continuer à chanter sans varier sa fréquence, mais vous, la perception va varier en fonction du raccourcissement de la distance entre vous, parce qu'il est en train de s'approcher. À un certain moment, vous aurez une bonne perception de cette audition, tout simplement parce que la distance a diminué. C'est en fait la conséquence de la variation de la fréquence de cette onde qui est émise par la personne qui était en train de chanter venant vers vous. Lorsque un véhicule passe devant vous, vous allez sentir, vous allez percevoir ce son qui est en train, si le véhicule était loin de vous, en train de venir vers vous, vous allez voir que le son va augmenter, et lorsque le véhicule vous traverse, elle va encore diminuer jusqu'à disparaître. Et c'est ça, c'est que Doppler a expliqué, il a démontré, il a fait même des modèles mathématiques qui sont mis à profit pour construire les instruments de mesure. Aujourd'hui, on les utilise dans les industries. Ici, quand on parle chaque fois quand on voit les moteurs, les machines tournantes, de relais, les bobines, partout dans les usines on les utilise. En tout cas, on doit toujours comprendre que c'est sur base des travaux de Michael Faraday qui a en fait découvert l'induction magnétique. Okay? Aujourd'hui, nous avons des transformateurs. Donc l'induction magnétique qui n'est pas non plus quelque chose de moindre dans les installations industrielles, c'est sur base de ces travaux de ce grand savant, ce grand maître de l'art, de la science. En tout cas, on en a bénéficié de ce travail. Je vous parle de Marie Curie. Comme je vous ai dit, prenez patience, déjà là c'est la fin. Je vous parle de Marie Curie, vous pouvez même faire votre petite liste. Moi je sens vraiment que c'est très beau l'histoire de l'instrumentation, qui a travaillé sur la radioactivité. Elle a manipulé en fait les matières en désintégration, tout simplement. Elle en a même payé de sa vie, hein, parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup mis à profit dans le monde scientifique. Aujourd'hui, ici dans les hôpitaux, nous avons des scanners, des radiographies. Nous avons des machines qui permettent de faire l'examen de nos ossements. C'est grâce à Marie Curie. Dans les installations industrielles, nous avons des densimètres qui travaillent sur le principe de radioactivité, dans lesquels on trouve très couramment les césium-137. C'est grâce aux travaux de cette dame et aussi de son mari. Donc voilà comment est-ce que nous sommes en train de bénéficier de leur base scientifique. Je vous parle de la fréquence avec Heinrich Hertz, qui a beaucoup travaillé, qui a découvert en fait la notion de la fréquence. Aujourd'hui, si on a la radio, on a
donc la transmission, la communication, c'est en partant en fait de la découverte de cet homme, ces grands savants, de la fréquence, la modulation de la fréquence, hein, les domaines fréquentiels, tout ce qu'on peut exploiter. Donc ce sont les fruits en fait de tout ce grand savant, sans oublier Einstein qui a beaucoup travaillé aussi sur la notion de la relativité. Aujourd'hui, si on arrive à envoyer les fusées dans l'espace avec des calculs très précis, hein, c'est grâce aux travaux aussi à l'éclaircissement d'Einstein avec cette notion de relativité générale. Donc on doit toujours savoir dans quel plan on se trouve, dans quel domaine on se trouve lorsqu'on va parler de la force, lorsqu'on va parler de la vitesse, lorsqu'on va parler d'une telle ou telle grandeur. Il faudra savoir dans quelle relation, dans quel plan on se trouve, dans quelle situation on est pour pouvoir bien l'exploiter et bien le profiter. Il nous a expliqué le mouvement brownien. Aujourd'hui, si on parle de la mécanique quantique, hein, on doit concevoir des instruments avec des très grandes précisions. C'est parce qu'en fait, M. Einstein nous en a mis à la lumière la compréhension de ce qui se déroule dans l'arrière-plan. Même si on ne sait pas voir ça, mais il y a des modèles mathématiques, des modèles physiques, des modèles scientifiques qui ont été démontrés et exploités, qui permettent en fait à la technologie d'aujourd'hui, à la science d'aujourd'hui de pouvoir concevoir des instruments capables de répondre aux besoins que nous avons. Et la dernière personne que je vais vous mettre sur la liste, moi, ce sera tout simplement vous, parce que vous êtes aussi appelé à laisser aussi votre contribution dans le domaine de la science, dans le domaine de l'instrumentation, comme vous l'avez compris. Donc c'est tout un processus. Vous pouvez concevoir les instruments, vous pouvez améliorer les instruments, vous pouvez donner peut-être les idées scientifiques qui vont améliorer la vie du quotidien et du monde entier de l'humanité. Pour moi, je vous dis tout simplement merci pour votre attention et à très bientôt.